L'organisateur, bonjour mesdames, messieurs, chers camarades, chers amis, l'organisateur et monsieur le loyal en chef, c'est Jean-Pierre. Je vous demande d'applaudir, s'il vous plaît, parce qu'il a tout fait. Je suis Charles Coutel, aux côtés de Patrick et de tous nos amis du CLR, je suis extrêmement honoré d'ouvrir cette journée et je vais m'appliquer à moi-même des contraintes que je vais imposer doucement, mais sûrement, à nos amis qui vont intervenir ce matin. Ce temps d'intervention sera suivi d'un temps de table ronde entre les intervenants, puis bien sûr, vous interviendrez. Nous vous demandons, comme c'est toujours le cas, mais vous ne respecterez bien évidemment pas ce conseil, de faire des interventions courtes pour que les réponses soient courtes, afin que nous puissions tenir les horaires. Je sais que c'est parfaitement incantatoire, mais il faut le faire quand même. Bien, mesdames, messieurs, si vous le permettez, je n'abuserai pas du temps. Je voudrais vous proposer quelques rappels et formuler quelques interrogations en guise d'introduction scientifique, à vous de dire, je ne sais pas. En tout cas, il appartient aux amis de l'idéal laïque et républicain, ici rassemblés, et ailleurs, dans tous les CLR de France, de faire en sorte que les bibliothèques, comme l'école, comme les services publics, ne deviennent pas, à terme, de nouveaux territoires perdus de la République. Ne reculons plus. Le Premier ministre a eu raison. Vous avez été dit sans s'en apercevoir, c'est pas grave. L'explication est toujours le refuge, c'est toujours le refuge des traîtres. Les traîtres regorgent d'explications, puisque j'ai toujours une explication pourquoi j'utilise l'explication au lieu d'agir, de m'engager et de défendre la République. Eh bien, Patrick vous l'a signalé, des bibliothèques brûlent. La première préoccupation d'un État islamique, c'est d'empêcher les enfants d'apprendre à lire et de brûler les livres. Il y a donc urgence, là encore, le discours d'explication doit précéder le discours et plutôt la prise de position de mobilisation. Mais pour aller de l'avant, pour que marcher ne soit pas foncé, tête baissée, eh bien il faut aussi songer à réinstituer une vraie politique de lecture publique dans notre République. Chaque réinstitution de la République s'est caractérisée par une politique de lecture publique très volontariste. C'est au point que Taquin, Espiègle, Gavroche du XXe siècle, Péguy nous dit les Juifs savent lire depuis toujours, les protestants depuis Calvin, les catholiques depuis Hugues Ferry. Que voulait-il dire par là? C'est qu'il est vrai que les fondateurs de la République ont toujours accompagné leur travail politique, d'animation, d'échange par cette création, et en tout cas par cette volonté de stimuler la lecture publique. Pourquoi? Parce que la République entretient avec l'acte de lire et l'objet même du livre un lien, pas simplement esthétique, mondain, pour se délasser, un lien que j'appellerais organique. Nos intervenants vont sans doute insister sur ce. En effet, les dangers s'accumulent, on vous l'a dit, restrictions budgétaires, censure politique, pression communautariste. Pourquoi il n'y aurait pas, près de l'entrée de la bibliothèque, une salle dédiée à la prière, destruction de livres, et puis parfois des intimidations et une catastrophique campagne, parfois, dans certains endroits, le prix du mètre carré de location dans les bibliothèques est tel que quelquefois on désherbe. Désherber, c'est pas s'occuper du jardin, c'est jeter les livres qu'on juge inutiles. En tout cas, incendie de bibliothèques. Face à ces dangers, il faut bien évidemment lutter, mais aussi rappeler pourquoi il faut particulièrement protéger ces asiles de liberté, d'échange et d'études que sont les bibliothèques. Ça n'est pas rien, une bibliothèque. Ce sont des lieux peuplés d'objets, d'œuvres, d'ouvrages, dont le silence devient tout d'un coup bruissant de vie dès que nous ouvrons le moindre livre. J'aime beaucoup l'expression accès direct.
Vous allez chercher un livre et vous ressortez avec 10. Eh bien, c'est ce qu'il faut réactiver dans notre République. Après tout, cette idée que je suis là pour me concentrer, pour travailler, c'est requis par l'idée même de recueil. Un recueil n'implique-t-il pas le recueillement? Et le recueillement, pour nos sociologues de gauche, c'est devenir fâcheusement passif. Eh bien, je m'insurge contre cette idée d'appeler passif quelqu'un qui se concentre en silence sur un livre. Il fait beaucoup de choses en même temps. En tout cas, c'est ce silence studieux qui préside au vrai travail de lecture, et c'est de cela dont ne veulent pas les fanatiques. Parce que l'ennemi de la lecture, c'est le fanatisme. Du grand danger de la lecture, je vous renvoie à vos classiques, quand on faisait de la littérature au collège. Ce qui ne saurait bien sûr pas tarder à revenir. En tout cas, le fanatique est redoutable, parce qu'il intériorise un paradoxe que je vous invite à méditer, puisque justement, si nous aimons les bibliothèques, c'est que nous prenons le contre-pied de ce paradoxe de l'illettré, de l'ignorant, c'est moins j'ai de mots à ma disposition, et moins je m'en aperçois. En plus, quand je suis en campagne, les 250 mots de mon interlocuteur vont être mis en concurrence avec les 150 mots que je vais utiliser, si je puis dire, pour me faire comprendre de lui. Du coup, on parle de moins en moins bien tous, nous, sans s'en apercevoir. Si vous voulez un deuxième petit Peggy, je finis après. Quand il y a une éclipse, dit-il, tout le monde est à l'ombre. De cette baisse tendancielle de la rationalité, nous souffrons tous. De cela, en tout cas, l'école républicaine, la vie intellectuelle, les débats associatifs comme dans le cadre du CLR, dans les partis, lorsqu'ils n'étaient pas aliénés par la course à l'électoralisme, eh bien, les bibliothèques étaient à chaque fois le centre. Centre du combat intellectuel, centre des positions, quoique Condorcet, déjà une fois cité par Patrick, faisait en sorte que cette référence à l'imprimerie, au livre, était une sorte de passage obligé pour dire que même dans un pays très étendu, vous pouvez, par l'échange écrit, réduire les distances. Et il le souhaitait pour les débats parlementaires. Mais il est vrai que maintenant, nos lois sont rédigées sereinement, en prenant beaucoup de temps. On ne se donne pas 15 jours de plus, 15 jours de moins. Tout cela baigne dans la rationalité la plus évidente. Bien, on en sait. Dit, on devrait faire ça pour quasiment toutes les grandes lois. Mais encore faut-il tisser un fil lorsqu'on parle de navette. Dans ce lieu un petit peu impertinent. En tout cas, par la lecture, nous faisons en sorte qu'à nos propres yeux, nos convictions deviennent des thèses à nos propres yeux. Cette opération a pu faire dire à Barny, grand républicain, que c'est une obligation pour la République d'être l'institutrice du peuple, c'est ce qu'il veut dire. L'acte de lire librement, sereinement, anime 3 délibérations. Je ne fais que les citer ici pour ne pas être long. Le CLR a la prétention de nouer ces 3 délibérations en même temps. Ces 3 délibérations constituent non seulement l'engagement républicain, mais aussi l'esprit républicain. Alors l'esprit, ça n'a rien à voir avec la spiritualité. L'esprit, dit le grand Montesquieu, c'est le fait d'avoir un lien intellectuel avec les autres et en aimant ce lien. Pour des raisons très compliquées, une haine du débat intellectuel se répand dans notre pays. Je ne fais qu'indiquer le problème. En tout cas, une première délibération nous intéresse. C'est une délibération des élus de la République entre eux, que nous devrions, je crois, davantage suivre dans leur action. Faire en quelque sorte pour la parole parlementaire ce que nous faisons pour certains produits alimentaires, la traçabilité. Nous n'avons pas de traçabilité républicaine vis-à-vis des élus. Ce qui fait qu'on se vante, quand on est élu, d'annoncer qu'on va déjà trahir, avant même d'agir, les promesses. La seconde délibération est très importante. Elle renvoie à cette nécessité d'argumenter en continu, de mener de bonnes controverses. Pierre.
entre nous, citoyens. Parce qu'il ne suffit pas qu'une école réellement républicaine prenne le soin de nous instruire, on est bien d'accord. Avisez-vous, peut-être un colloque prochain, que l'expression formation tout au long de la vie, qui est très bien dans les colloques, mais qui sert à masquer les catastrophes, catastrophiques carences de la formation dite initiale. Alors que dans le même temps, bien sûr, on appauvrit complètement le budget de la formation continue. Bien. Non, non. La bibliothèque, c'est ce qui assure, non pas le service après-vente, mais le service après-instruction de l'école. Évidemment, la baisse tendancielle du niveau de l'école va se ressentir sur la fréquentation ou non des bibliothèques. En tout cas, moins de problèmes dans les bibliothèques si le contrat moral lire, écrire, compter était davantage respecté. En tout cas, il appartient aux bibliothèques, c'est une hypothèse, d'animer, à côté d'une vie médiatique qui se prend pour une vie intellectuelle, sauf exception, Marianne, eh bien, il appartient au tissu, au réseau des bibliothèques de relever tendanciellement le niveau intellectuel, civique, éthique des citoyens. Pourquoi? Parce qu'il y va de la crédibilité de ce qu'on appelait au XVIIIe siècle le vœu majoritaire, pour que tous se conforment et respectent le vœu majoritaire. Encore faut-il qu'on y voit non seulement la confirmation de notre volonté générale, c'est le moins qu'on puisse demander, après la Révolution, mais aussi de ce qu'on appelle, chez Condorcet, une raison commune. La raison commune, c'est le fait, entre nous, de pouvoir rendre compte devant les autres et à nos propres yeux, rendre compte de notre avis. Avez-vous été consulté sur la réforme du collège? Avez-vous été vraiment consulté sur la loi dite travail, qui est plutôt la loi chômage? Non. Enfin, la principale délibération est celle qui, à mon avis, fait le plus problème. Mais les deux précédentes, délibération pour les élus lors du travail parlementaire, législatif et délibération entre élus, entre citoyens, eh bien, ça n'est rien par rapport à la délibération avec soi-même. Elle est négligée parce que on a peur de laisser l'individu face à sa liberté, peut-être que même chacun a peur d'être confronté à sa liberté. Eh bien, l'acte de lire, l'acte de se recueillir sur des recueils, c'est justement cela. L'extraordinaire puissance, émancipation du livre, de la lecture. C'est le grand poète juif Edmond Chavez qui nous en donne la raison. Quelques secondes de poésie dans ce monde brut. Il nous dit la vraie lecture, c'est bien sûr quand tu lis un livre, mais lorsque tu vis l'aventure d'être lu par le livre que tu lis. Et bien là, mes amis, c'est difficile, c'est subversif. Vous avez des vies qui sont changées par un livre, ou des livres. Pourquoi? Parce que c'est par ce travail d'aller-retour entre soi et le livre, donc la bibliothèque, qui protège, valorise, diffuse les livres que vous vous constituez, que nous nous constituons, une patrie littéraire, artistique intérieure. Logée au cœur de notre République intérieure, on oublie ces apprentis sorciers, ces apprentis, ces idiots utiles, ces munichois de sous-préfecture qui crachent dans la soupe, oublient que les républicains furent d'abord longtemps en exil. Ils étaient dans la dèche, Quinet, Hugo, que sais-je. Et surtout, ils étaient sûrs d'une chose, c'est qu'ils allaient gagner. C'est la belle formule de Hugo, revenant en France et disant « Je reviens parce que la République revient ». Eh bien, pourquoi avaient-ils cette force à l'extérieur? Mais c'est parce qu'ils avaient, par l'écriture, la lecture, le débat, la correspondance, ils s'étaient constitués cette patrie artistique, poétique, individuelle, intérieure. Pas de république extérieure sans république intérieure. Je l'appelle cela la délibération avec soi-même. Pourquoi? Parce que c'est dans cette république intérieure que nous résistons aux déceptions de la vie et aux déceptions face à la trahison de nos propres amis. Méconnaissable après 1, 2, 4, 3 mandats. Eh bien, c'est grâce à ce travail de recueillement,
de silence face aux livres et grâce aux livres que nous parvenons à produire cette République intérieure. De cela, évidemment, Jules Ferry, Jean Lasset, Jean Zay se sont avisés, puisqu'à chaque fois qu'ils ont voulu réinstituer ou instituer la République, ils ont eu une politique volontariste, courageuse, non seulement de la culture, de l'éducation populaire, mais de la lecture publique. Sans oublier les bibliobus de M. Jean Zay. Ça fait sourire maintenant, mais vous rendez-vous compte que les livres allaient dans les campagnes? C'est bien. Auxiliaires de l'école, de la vie intellectuelle, les bibliothèques, je conclus, publiques, conservent, pratiquent, donnent à lire les œuvres. Encore faut-il qu'elles aient une entière liberté, une déontologie parfaitement consciente de soi, et que les politiques ne cherchent pas à nous mettre dans les pattes, dans les bibliothèques, les collaborateurs dont ils ne savent pas que faire. Heureusement, des précautions déontologiques se sont mises en place depuis des années pour empêcher ce type de manipulation. Je conclus. Aujourd'hui, l'appel classique est l'allant des Lumières, à l'éloge de l'imprimerie, à l'apologie de l'homme libre. Ça ne suffit plus. Lorsque dans une cour de collège, on arrache le livre de quelqu'un qui prendrait le temps de la récréation pour lire un peu, voilà que les insultes obscurantistes pleuvent. Citation. Fayot était l'office de prof bouffon. Un anti-intellectualisme de luxe se développe. Un anti-intellectualisme de luxe se développe avec la caution de ceux qui ont profité d'une culture qu'ils ne veulent plus faire partager. C'est ça, souvent, la formation tout au long de la vie. Eh bien, je crois que, même s'il faut garder dans notre esprit et dans nos cœurs cet éloge de l'imprimerie chez Condorcet, l'ironie des contes de Voltaire montrant ce que devient une société qui ne lit plus, ou qui fait semblant de lire, comme ce noble Vénitien à la fin de Candide. Il a des livres, mais presque comme le capitaine Haddock, pour mettre dans les livres, des bouteilles de whisky. Eh bien, au plus haut niveau de l'État, des institutions à tout le moins, je crois que nous devons lancer un certain nombre de messages. Cette apologie du débat sans instruction doit cesser. Ce jeunisme à courte vue doit cesser. De même que l'apologie du vieillage doit cesser. Je ne vois pas pourquoi il ne faut pas hésiter à dire qu'un vieux, quand il est con, n'est toujours qu'un vieux con. Mais la connerie n'attend pas. Je vois qu'on a quelques pièces. En tout cas, ne différons plus le moment d'une vraie politique émancipatrice de lecture publique. Ce jeu, aujourd'hui, doit être fait, opéré. Nous devons réactiver ces 3 délibérations évoquées précédemment. La République laïque suppose un citoyen instruit, délibérant avec lui-même, devenant, le mot est galvaudé maintenant, éclairé et pas simplement allumé. Aussi, cette force de conviction, d'adhésion à la République doit reposer sur une politique de la lecture. Pour cela, il nous faut apprendre à résister à nos adhésions médiatiques grâce au détour par la lecture. Et puis, le fait de pouvoir relire ce que nous lisons. De très belles thèses ont été soutenues sur le rôle de la rature chez Montaigne. Ça fait un petit peu universitaire. Oui, en passant, universitaire sert aussi de repoussoir, on ne sait pas pourquoi. L'écrit suppose le fait de relire, d'écrire. Au XVIIIe siècle, je conclue là-dessus, vous avez les éditions du Prince, de Machiavel, avec à côté, à droite, on va dire, ou à gauche, une page blanche, où le lecteur pouvait écrire. Et vous avez même des éditions encore plus savantes, disant que voilà ce que Frédéric a ajouté au texte de Machiavel, on vous laisse du blanc. Bon, pourquoi? Parce que quand je commence à lire, je m'approprie ma propre liberté, je deviens sujet conscient, mais j'ai envie d'écrire. La République, c'est d'abord la volonté d'écrire pour protester et la volonté d'écrire sa propre vie, de devenir l'artiste de sa propre existence. Oui, mais à condition que la puissance publique, au plus vite,
Au lieu de nous mener en bateau avec des chocs de, je ne sais pas, responsabilité, de tout ce que vous voudrez, se mettre vraiment en capacité de créer, je pèse mes mots, un choc de rationalité et un choc de nationalité éventuellement, mais un choc de laïcité. Il y a encore un an, tout est possible en un an. Je vous remercie.